Bonjour à toutes et tous, vous allez regarder l'interview de Aude, qui est une lectrice professionnelle. Cette interview a été faite pour mon podcast qui s'appelle La quête de l'auteur. Si ça vous intéresse de suivre ce podcast, sachez que vous pouvez le retrouver sur différentes plateformes comme Deezer, Apple Podcast, Spotify et plein d'autres plateformes que j'ai plus en tête. En tout cas, tout est dans la description si ça vous intéresse. Cette interview était filmée, donc c'est pour ça que je vous la mets sur YouTube et je la sors un mois après sa sortie en janvier. Voilà, je sortirai toujours les interviews filmées un mois après la sortie du podcast, tout simplement pour laisser au podcast sa chance d'émerger un petit peu. Voilà, j'espère que ça va vous plaire ce format. En tout cas, ce podcast, si vous connaissez pas La quête de l'auteur, le but est de répondre à une question, comment se faire éditer, comment réussir à publier son histoire, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Et à chaque fois, dans chaque épisode, je vais interviewer un professionnel du livre différent, avec un métier qui peut varier de auteur édité, auteur auto-édité, éditeurs, lecteurs professionnels, des bêta-lecteurs, des diffuseurs, des libraires, des influenceurs du livre. Voilà, plein de métiers différents qui vont chacun apporter leur pierre à l'édifice pour vous donner toutes les clés, toutes les astuces possibles pour se faire éditer. Et c'est à vous de choisir ensuite celle que vous préférez, celle qui vous semble la plus adaptée à votre processus d'écriture, à votre façon de faire, etc., à vos envies aussi. Et voilà, j'espère que c'est un format qui vous plaira. En tout cas, aujourd'hui, c'est Aude, lectrice professionnelle, qui vous délivre ses secrets. C'est une lectrice pro pour les auteurs indépendants, mais elle fait aussi partie de comités de lecture de maisons d'édition parisiennes qui sont assez connues. Et son expertise, elle vous la livre aujourd'hui. Elle vous donne des petits secrets, des petits tips, des petites astuces de ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de La quête de l'auteur. Aujourd'hui, j'accueille Aude, lectrice professionnelle, qui, après plusieurs années d'expérience en maison d'édition où elle assurait le suivi éditorial d'ouvrages, de la phase de manuscrit jusqu'au bon à tirer, Aude, tu as intégré le service des manuscrits de plusieurs maisons d'édition parisiennes, si je me trompe pas. Et là-bas, tu as perfectionné vraiment ton métier, tu as acquis une expérience assez précieuse qui, depuis 2007, te permet aujourd'hui, en tant que freelance, d'accompagner des manuscrits d'auteurs indépendants. Et donc, tu analyses les manuscrits pour les auteurs, les auteurs indépendants. Et voilà, tu les accompagnes vraiment dans le processus éditorial. J'imagine tu accueilles, toi, des manuscrits qui sont dans quel état? Donc, ils sont terminés ou on peut t'envoyer Moi, je travaille pas sur un premier jet, clairement. D'accord. Je laisse mes collègues bêta-lecteurs œuvrer ou les alpha-lecteurs œuvrer avant moi et les correcteurs, correctrices, la plupart du temps, travaillent avant moi aussi. Ça arrive que je reçoive des manuscrits, où il y a encore des choses à corriger ou qui sont pas encore passées en correction, mais je ne travaille pas sur un premier jet. En fait, je travaille dans l'absolu, dans le cas idéal, sur la version la plus aboutie du manuscrit avant qu'il parte vers un process d'édition ou d'auto-édition. D'accord. Et si on revient vraiment, parce que j'imagine les auditeurs qui nous écoutent en tant que lectrice professionnelle, est-ce que la présentation que j'ai faite, elle correspond un petit peu à peu près à ton métier, ou est-ce que tu préfères ajouter des choses? Ouais, alors ça fait souvent sourire ce nom, cet intitulé de métier, mais en fait, on parle ou de lecteur tout court ou de lecteur professionnel. Le truc, c'est que le terme de lecteur professionnel peut aussi être donné aux personnes qui font de la lecture pour les livres audio, qui sont en général non pas des lecteurs pros comme nous, mais qui sont des comédiens qui vont prêter leur voix pour les livres audio. Parfois, c'est aussi des auteurs-autrices qui se chargent d'enregistrer les voix, mais eux aussi sont appelés lecteurs professionnels, donc il y a des fois des petites confusions. Mais un lecteur professionnel n'est pas un bêta-lecteur non plus, donc il faut bien distinguer parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir sur un manuscrit. Il y a les alpha-lecteurs, qui sont des lecteurs qui vont intervenir sur un manuscrit en cours d'écriture pour pouvoir aider l'auteur ou l'autrice à se cadrer pendant son écriture. Il y a des bêta-lecteurs, donc les bêta-lecteurs, ils vont pouvoir travailler sur un premier jet, toujours dans le but d'aider un auteur, une autrice à parfaire son manuscrit, à restructurer peut-être des lenteurs, des manques, à peaufiner tous les points qui ont besoin d'être un petit peu améliorés, avant que l'auteur ou que l'autrice s'engage dans des grosses réécritures pour arriver à cette version aboutie du manuscrit sur laquelle nous, lecteurs pro, on va intervenir. Les lecteurs pro, ils sont généralement intégrés à un comité de lecture, parce qu'à la base, c'est pas un métier, c'est une fonction. C'est une fonction qu'on attribue à des professionnels de l'édition ou à des étudiants en lettres ou à des personnes qui connaissent quelqu'un dans une maison d'édition et qui vont être chargés de lire des manuscrits, soit de manière ponctuelle, soit
être intégrés au comité et qui vont lire sur des genres particuliers. Quand j'ai commencé, j'ai intégré mon premier comité de lecture à la sortie de mes études. Donc, j'étais sur ma dernière année d'études et j'ai toqué à la porte d'un comité de lecture en disant voilà, j'avais travaillé dans un service des manuscrits pendant un de mes stages et où j'avais découvert cette fonction-là et j'avais envie de faire ça et de perfectionner un peu ce côté-là parce que je voulais pas être éditrice. Donc, j'avais vraiment envie de travailler sur les écrits bruts. Le travail sur le texte ne m'intéresse absolument pas. C'est vraiment pas ce que j'aime. J'avais eu le temps de le voir pendant mes années d'études, d'alternance, etc. Donc, je voulais travailler en manuscrit et ce responsable a vu une lettre de recommandation que j'avais reçue d'un autre responsable avec qui j'avais travaillé qui m'a dit « Ok, bah écoute, viens, on se rencontre, on en parle. » On en a parlé. Il m'a dit « Est-ce que tu lis en anglais ?» J'ai menti, je lisais pas en anglais à l'époque. J'ai dit oui, parce que je me suis dit si je dis non, en fait, je vais passer peut-être à côté d'une grande chance pour moi. Donc, j'ai dit oui, j'ai passé un test de lecture et j'ai fait ce que j'avais appris en fait pendant mes stages, tout ça. Il m'a dit bah ok, je te donne ta chance. À l'époque, bon, ça se passerait plus du tout maintenant. Hein, c'est pas grave, on va dire les choses, mais à l'époque, ils n'avaient pas du tout les moyens de me payer. Enfin voilà, de toute façon, il faut savoir que les gens qui pensent à la base que c'est un métier rémunérateur, c'est pas du tout le cas. En moyenne, dans un comité de lecture, on est payé 70 € par manuscrit lu, quelle que soit la langue et quel que soit le volume. Il faut le savoir. D'accord. Je paye tout à ce tarif-là et plus comme ça, mais quand j'ai commencé, c'était ça. Et ce responsable de service des manuscrits qui a cru vraiment en moi et qui m'a donné ma chance, il me payait de sa poche. Voilà. Il me payait lui de sa poche. Donc c'est des choses aujourd'hui, vraiment, il m'a appris ce métier-là du mieux qu'il pouvait, comme il pouvait. Et aujourd'hui, je suis infiniment reconnaissante de toute l'expérience et de toute l'expertise dont il m'a fait profiter parce que sans lui, je sais que je ne pourrais pas faire ce métier comme je l'exerce aujourd'hui. Pendant 3 ans, il m'a vraiment fait travailler dans son comité, il m'a responsabilisée, il m'a fait affiner ma critique parce qu'à chaque fois, il me disait « Ouais, c'est bien, mais t'aimes bien pourquoi? Pourquoi ça t'aimes bien? Pourquoi ça t'aime pas? Qu'est-ce qui va pas? Pousse, pousse. » Et en fait, à force, on développe un sens de l'analyse qui grandit au fur et à mesure. Et sans lui, je pourrais pas aujourd'hui faire ça. Je le sais parce que je lui dois tout mon début de carrière, je le dois à ce gars-là, à ce responsable-là, qui d'ailleurs, quand je lui ai dit au bout de 3 ans, écoute, j'ai terminé mes études, j'ai vraiment envie de faire ça, mais à mon compte, il m'a dit, tu vas te heurter à des murs, tu vas te prendre des portes, clairement, parce que quand tu vas aller démarcher des comités, ils vont te rironner, mais je te suis. Et il a été mon premier client, mon tout premier client. Il m'a dit, ok, alors on te payera sur quel coup, mais on va te suivre parce qu'on va te soutenir. Il m'a recommandé à d'autres comités, etc. Et grâce à lui, je peux aujourd'hui travailler très correctement. Super. La question que je me posais, donc tu es lectrice professionnelle maintenant, donc tu travailles, tu as des clients qui sont aussi bien des éditeurs Oui. que des auteurs indépendants. C'est quoi à peu près le ratio Alors aujourd'hui? aujourd'hui, je dirais que je travaille à 90% avec des auteurs et autrices en direct. Alors ces auteurs et autrices peuvent être totalement indépendants, c'est-à-dire venir d'eux-mêmes, ou alors ils me sont renvoyés par des maisons d'édition, parce que c'est plus confortable pour des maisons d'édition de me renvoyer des gens que de me payer eux. Ils veulent savoir, puisqu'ils externalisent de moins en moins. Donc en fait, il y a des gens qui me sont envoyés par des très grosses maisons. Et c'est drôle parce que parfois, c'est des maisons qui, à l'époque, m'ont ri au nez quand je me suis lancée et j'avais tapé à la porte et voilà. Et aujourd'hui, voilà. Ou alors, ils viennent me démarcher pour que j'intègre des comités. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très, très, très longtemps, un comité qui a essayé de me démarcher en me disant, bah voilà, on peut te payer tant pour ça, machin. Et je disais, non, en fait, ça fait des années que je travaille plus comme ça et plus sur ces délais-là parce que bon, ça va 5 minutes d'être payé 60 € par manuscrit. En lisant des textes quasiment pour la veille, complètement stressée avec des... Enfin bref. Donc j'ai plus du tout envie de travailler comme ça et ça, il faut aussi savoir que c'est la réalité de ce métier-là. Quand on commence là-dedans, on est très content de le faire, de travailler. Il n'y a pas de jugement parce que j'ai fait partie de ces professionnels qui ont travaillé comme ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas normal en fait de travailler autant dans des conditions comme ça très précaires. Donc, c'est pas la peine de précariser encore plus le milieu en acceptant ce genre de choses. Et j'ai beaucoup de collègues maintenant qui refusent ce genre de propositions. Donc, c'est aussi pour ça, quelque part, que les comités de lecture sont de moins en moins externalisés. C'est parce qu'en fait, les professionnels, jeunes professionnels, on n'a plus envie de travailler à ce prix-là et comme ça, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement stressant. Faut travailler sur des délais très, très courts et surtout pas toujours dans sa langue. Parce que moi, je lis les manuscrits que je lisais pour ce premier comité, je les lisais exclusivement en anglais. Donc, quand on lit des délais très courts en anglais, c'est compliqué. Surtout quand on a pas l'habitude au début. Donc, non, il faut savoir que c'est vraiment très précaire. Les maisons d'édition aujourd'hui avec qui je peux travailler, c'est très ponctuel et c'est surtout sur des délais très courts, très urgents parce qu'ils ont une demande très spécifique ou dans un genre très spécifique parce que j'ai une expertise ou parce que voilà, ils vont me contacter un peu à la dernière minute. C'est des gens qui savent qu'ils peuvent le faire parce que c'est des contacts que j'ai depuis longtemps. Mais ça devient de plus en plus marginal et mon plaisir de travail, je le trouve surtout avec
enfin, dans les échanges que je peux avoir avec les auteurs et autrices et dans la partie pédagogie, conseil que je vais leur apporter aussi dans le suivi de leur projet après. Donc, c'est pour ça que je préfère aujourd'hui travailler plutôt avec les auteurs et autrices. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais tu fais que du roman. Oui, alors je fais que du roman, donc pas un roman, album, BD, ça pas de problème, mais tout ce qui est livre pratique, poésie et la science-fiction, je ne prends pas en lecture. J'ai ça dire mieux que moi, la science-fiction, je n'ai vraiment pas l'expertise et en D'accord. fait, je préfère confier ces projets-là à des collègues qui sont spécialisés sur ce genre-là et qui font ça vraiment extrêmement bien, que de me retrouver moi en peine face à un texte, face à un secteur de marché que je connais mal et qui pour moi est un secteur sur lequel je manque d'expertise. De la même manière, la poésie, c'est pas que j'aime pas ça, parce que je vais Mmh. pas heurter tous les poètes qui t'écoutent, mais Ouais. poésie à titre personnel, simplement, je suis incapable de driver un auteur en poésie sur le marché parce que c'est tellement c'est tellement niche et c'est tellement difficile aujourd'hui. J'ai pas suffisamment d'expertise pour ça. Le livre pratique, c'est juste que j'ai travaillé en maison universitaire pendant des années et j'en peux plus. J'en peux D'accord. plus. Travailler sur Ouais, les je livres comprends. universitaires, les livres pratiques, c'est pas mon truc. Je préfère vraiment, je travaille des fois sur de la non-fiction, hein, sur des biographies, ce genre de choses, des récits de vie, sans problème, mais je veux plus travailler sur du pratique. Donc je Ouais, ouais, prends. je comprends. Bon, en tout cas, c'est très chouette de t'avoir ici parce que c'est vrai que ton expertise en tant que lectrice professionnelle, ça va vraiment, permettre en tout cas à ceux qui nous écoutent, qui sont en ce moment en train d'écrire pour leur premier jet ou peut-être même un deuxième, un troisième roman, bah, de connaître un petit peu, pas forcément enfin un petit peu les coulisses, mais de savoir un peu qu'est-ce qu'un bon manuscrit, qu'est-ce qu'il faut Mmh. faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et j'en viens donc à c'est une super transition pour un peu ma première question. Heu, Toi, à peu près, bon, déjà, bon, on n'est pas encore en vif du sujet, mais toi, à peu près combien de manuscrits tu lis en moyenne? Juste pour se donner une idée. On va dire par mois, peut-être, Par ou mois, année. j'en lis entre 4 et 5. J'en lis un par Par mois, semaine. d'accord. Voilà. En fait, mon process de travail, il est très, très, très cadré parce que voilà, j'ai à peu près 4 créneaux par mois de lecture, sauf quand je travaille, par exemple, sur de la BD ou sur des albums, je peux en prendre un ou 2 de plus parce que c'est des Mmh. formats très, très courts ou sur Ouais. de la nouvelle, c'est des formats très, très courts. Mais comme je lis beaucoup, beaucoup de fantasy, par exemple, ou beaucoup de genres de l'imaginaire qui sont souvent soit des sagas, soit des tomes plus volumineux, je peux pas en prendre plus. Malheureusement, mon temps est Mmh. incompressible et je ne fais pas que ça dans mon quotidien professionnel, donc voilà. Mais je lis entre 4 et 5 manuscrits par mois. Sur l'année, en fonction, maximum, j'en lis une cinquantaine, en D'accord, gros. bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que déjà, je pense pas que C'est beaucoup. parce que la fantaisie, c'est quand même un genre où, en général, la taille des manuscrits est quand même assez Ouais, alors imposante. en moyenne, Oui. les manuscrits de fantaisie, bon là c'est un très mauvais exemple parce que mon dernier manuscrit de l'année, c'est un manuscrit de fantaisie qui fait 832 pages. Donc c'est un très, Ouh là! très gros Ça bébé. fait combien ça en signes et en mots à peu près? Tu as une idée? Alors j'ai plus le détail, j'ai pas le détail sous les yeux parce que je suis pas sur le bon ordi, mais c'est vraiment des très, très gros manuscrits, très, très Et ça denses. d'ailleurs, bah, ça fait penser à une question parce que heu, combien est-ce qu'on peut arriver avec un 832 pages en maison d'édition? J'espère que la personne qui a envoyé ça nous Mais de écoute toute pas façon, forcément, mais est-ce qu'on se crame pas déjà un petit peu avec un 832 pages? il est dans son dossier, mais effectivement, c'est beaucoup trop. Et C'est trop, oui, aujourd'hui, voilà, ouais. c'est beaucoup Bah, c'est trop. c'est quoi pour toi la taille à peu près, idéale? Moi, c'est vrai que contrairement aux correcteurs et aux bêta lecteurs, je j'ai jamais connaissance du nombre de signes puisque moi je travaille à la page. Enfin, D'accord. j'estime mon temps de lecture à la page, donc c'est plus compliqué pour moi. Donc moi, c'est vrai que je parle beaucoup en page. Quand on parle de page, on parle d'une page pleine théorique, donc une page A4 avec un interligne de 1,5 et une taille 12. D'accord. Ça donnera peut-être un aperçu aux auteurs de ce que c'est Ouais. qu'une page pour un lecteur pro. C'est les standards en maison d'édition pour la lecture de manuscrits d'ailleurs, donc on pourra y revenir plus tard, mais voilà. En moyenne, c'est des manuscrits qui sont entre 400 et 500-600 pages. Mmh. 4, sachant que c'est pas des mises en page, format livre, hein, parce Oui. que faut arrêter ça aussi pour mettre des les manuscrits, respecter les mises en page qu'on vous demande au comité, c'est important. En gros, ouais, c'est 400-450 pages, c'est une moyenne, c'est à peu près la D'accord, sur des volumes 1, sur des tomes d'introduction de d'accord. saga. Pour un jeunesse, tu young adulte plutôt ou tu fais ça adulte? Moi, à la base de base, ma spécialisation d'études, c'est la jeunesse et la littérature de l'imaginaire, donc je fais les 2. En jeunesse, on est sur des volumes un petit peu moins importants en Mmh. général, plus du 300-280-350 pages. C'est plutôt jeunesse. Young adulte, ça peut aller un petit peu plus haut parce que maintenant, il y a quand même une frontière très, très fine entre le young adulte et les romans Oui. adultes.
Voilà. Donc c'est assez, ça dépend. Il y a des sagas qui sont un peu hybrides où on commence le personnage, il a 10-12 ans et puis après on finit avec une vingtaine d'années parce qu'on grandit avec, donc ça évolue. Ouais. Et toi, quand tu reçois un manuscrit, c'est quoi la première chose que tu analyses? Enfin, tu lis le manuscrit, mais ensuite, qu'est-ce que tu analyses? C'est plutôt le style, l'intrigue, les En personnages fait, ou... alors je vais parler que pour moi parce que Oui, mes oui. collègues travaillent pas forcément pareil, mais en fait, chaque lecteur pro a ses habitudes de lecture. Mhm. On a tous nos trucs et nos façons de faire. Moi, j'avoue que je travaille un peu comme j'ai été formée et alors j'ai adapté évidemment mon process à mes habitudes et j'ai optimisé mon process aussi, mais en gros, la première chose que je vais regarder quand je reçois le manuscrit, c'est l'aspect général du manuscrit. Est-ce que D'accord. ça, je le reçois en comité? Est-ce que ça, je le lis? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant même des critères objectifs de style ou d'intrigue, la première chose qu'on regarde, c'est malheureux, hein, mais c'est l'apparence du manuscrit. On regarde à Hmm, quoi il ressemble. intéressant. Si on a, je vais parler de manière très crue et j'espère que ça choquera personne, mais si on reçoit un manuscrit qui est dégueulasse en termes d'aspect, parce que ça arrive, vraiment ça arrive, où on a une page de garde qui a ni queue ni tête, où on a des illustrations partout alors qu'on demande que du texte en blanc, où on a un code typo qui est pas du tout respecté, où on dit ah. En fait, si on voit qu'il y a trop de travail, c'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui avec le volume de texte qu'on reçoit. Les Hmm, premiers filtres, bah, bon, c'est un peu, on juge à l'apparence. C'est malheureux, mais d'accord. il y a des manuscrits qui ne seront pas lus juste parce ils ont Ouais. un aspect qui est pas possible, quoi. Par aspect pas possible, on va mettre des mots sur ce problème parce que ça paraît peut-être un peu flou, mais par exemple, une page de garde qui est mal renseignée ou alors il y a tout et n'importe quoi. On va avoir, sur une page de garde, je fais un rappel pour tous les auteurs, autrices qui peuvent peut-être, passer C'est bien, par hein, là et c'est important. une page de garde bien renseignée. Si vous écrivez une saga, OK pour le titre de la saga, ça je sais pas, j'ai pas d'idée de titre là, mais vous avez le titre de la saga, évitez les tome 1, tome 2, tome 3. Trouvez un sous-titre par tome, c'est mieux. C'est Hmm, toujours d'accord. quitte à ce que le titre soit changé ou modifié par l'éditeur. Parce qu'il faut savoir que le titre, c'est vraiment un aspect commercial du livre. Ne vous y accrochez pas trop parce que ça peut Hmm. être Oui, modifié c'est par vrai. l'éditeur s'il l'estime nécessaire. C'est pas contre vous, c'est pas personnel. Il faut savoir que le titre, c'est ce qui va faire prendre le livre dans la main d'un lecteur dans une librairie. Donc s'il n'est pas bon commercialement, il va pas attirer l'œil. Donc voilà, c'est comme l'aspect de la couverture une fois le livre fini. Il y a aussi ces aspects graphiques, visuels. Bah, le titre en fait partie, c'est complètement commercial. Donc ça peut être modifié. Donc un sous-titre et un titre pour une saga. Si c'est un one-shot, bah, le titre du livre. Vous pouvez vous ajouter vos coordonnées, nom, prénom, adresse, mail, bref, pour qu'on puisse vous contacter. Votre page de garde, il faut voir ça comme une fiche d'identité du manuscrit. C'est ce qui va nous permettre de savoir à qui on a affaire, ce qu'on s'apprête à lire. Le genre du manuscrit, en petit, en bas, fantasy, fantastique, peu importe ce que vous Mhm. écrivez, polar, un thriller. Et vous pouvez ajouter, de manière complètement optionnelle, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien de le faire, le volume du manuscrit. Là, pour le coup, en nombre de signes, espace compris, pour que l'éditeur qui reçoit cette page de garde dise OK, on part sur une fantaisie de tant de signes, le titre c'est ça, et l'autrice ou l'auteur c'est ça. Là, on a toutes les infos. C'est une fiche d'identité en fait. Donc voilà, déjà on regarde l'aspect, moi je vais regarder l'aspect de la page de garde pour pouvoir dire après dans mes dossiers aux auteurs-autrices, il manque ça va pas, ça n'a rien à faire là. Parce que des fois, il y a des gens sur les pages de garde, ils mettent un petit résumé, un petit preview, des petites citations, des petits dessins. Non, on Ouais. veut une fiche d'identité. C'est bête et con. Vraiment, il n'y a pas. Voilà. Partez sur des choses basiques, essentielles. Donc, ça, voilà. Déjà, ça, on va regarder ça. Ensuite, on va regarder la mise en page. La mise en page du manuscrit. Est-ce que c'est correctement chapitré? Est-ce que quand on passe d'un chapitre à l'autre, on voit qu'il y a un changement de chapitre? Parce qu'il y en Mhm. a, ils partent du principe qu'on va le deviner. Ils écrivent rien. Ils juste changent de page, il y a 3 petits points et c'est tout. Pensez à numéroter vos chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre un numéro, un titre, faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit régulier, toujours pareil. Si vous choisissez d'écrire chapitre 1 et vous écrivez votre chapitre, le chapitre 2, ça ne doit pas être un titre, ça doit être chapitre 2. Hmm. Voilà. On essaye de faire ça de manière uniforme. Vérifiez les bases de code typographique. Est-ce que le manuscrit est correctement folioté? Donc, est-ce que les numéros de page sont présents? Parce que c'est bien gentil de nous mettre un sommaire, une table des matières ou un lexique. S'il n'y a pas de numéro de page, c'est compliqué. Donc, voilà. Pareil, s'il y a des annexes, lexiques, cartes, etc., renseignez-vous de prime abord de savoir si l'éditeur à qui vous allez l'envoyer, il a besoin de ces éléments dans le manuscrit. S'il n'en a pas besoin, mettez-les sur des documents à part. S'il dit OK pour les cartes, vous pouvez le mettre dans le manuscrit. Mais ça, c'est au cas par Hmm. cas en fonction de à qui vous envoyez le projet. S'il y a une carte, assurez-vous qu'elle soit utile. Hein, parce qu'il y a plein de gens, sous prétexte qu'ils écrivent de la fantaisie, ils nous mettent une carte. Si on ne s'y réfère pas une seule fois au cours de la lecture, c'est qu'elle n'est pas utile. Donc posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carte pour suivre cette histoire? Si oui, mettez-la. Si elle n'est pas utile, ne la mettez pas. Vous pouvez préciser dans votre mail de soumission que vous vous tenez à leur disposition pour ajouter ou leur joindre une carte nécessaire. Ça évite de surcharger les comités avec des documents qui ne nous servent à rien. Voilà.
On va regarder aussi, code typo, les tirets. Est-ce que c'est les bons tirets pour les dialogues? Je le rappelle, les tirets de trait d'union, c'est pas fait pour les dialogues, c'est fait pour les traits d'union. Oui, mais les tirets longs, tirets quadratins. Obligatoire, c'est pas une question de... Voilà, c'est obligatoire, c'est pour respecter le code typo. Les capitales, accentuées, toujours. Quand il y a besoin d'accentuer une capitale, on accentue les capitales, parce que ça, c'est des choses, c'est des points Alors, de quand tu dis la capitale, ça va être majuscule, c'est ça? majuscules qui ont besoin Ah, d'être... ça, je la connaissais pas, celle-là. Voilà, bah, accentuer les capitales, c'est toujours mieux. Il y a des maisons d'édition, des vieilles maisons qui À font chaque pas. phrase, tu veux dire? Excuse-moi, je te... Ouais, dès que tu mets, Ah ouais? que tu commences une phrase par une capitale qui a besoin d'être accentuée, genre écoutez-moi, et ben le D'accord. D, capitale accentuée. Ça fait partie des petits points de Et tu, détail qui font la différence. Parce qu'on et voit tu l'accentues comment? Tu mets en gras, il y a sur le clavier, il y a des raccourcis clavier pour avoir les capitales accentuées. D'accord. Ah bah écoute, Là, moi j'apprends quelque chose là. si vous n'avez pas de capitale accentuée directement sur Mac, vous pouvez le faire en activant la capitale et en appuyant sur la lettre accentuée. Ça va D'accord. et, ça va le faire automatiquement. Et sinon, elles sont dans les caractères spéciaux et il y a les logiciels de correction qui les prennent en charge. Donc, Hmm. Antidote et d'autres en fonction. Antidote, oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des points de détail. C'est juste la base de OK, est-ce que c'est propre? Les dialogues, est-ce qu'on voit bien la mise en page des dialogues? Est-ce que... Est-ce qu'il faut bien faire des alinéas? Toi, tu recommandes quoi à faire Alors, à chaque paragraphe, alinéa, chaque dialogue, moi, alinéa? j'ai pas trop de desiderata sur les questions d'alinéa parce que ça va être propre à chaque maison d'édition. Si vraiment ils y tiennent, ils le mettent dans leur modalité de soumission. S'ils y tiennent pas, faites comme vous voulez, mais du moment que c'est... En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit uniforme. Qu'on n'ait Oui. pas 50, parce que ça se voit beaucoup, hein, des gens qui partent d'une idée: «Ah bah, là, je vais faire des alinéas», puis après, ils en font plus. «Ah bah, là, je vais mettre chapitre 1, chapitre 2», puis au bout du chapitre 10, il y a des titres de chapitres. Faites les choses quand vous relisez. Regardez d'abord l'aspect du manuscrit, savoir, OK, au niveau mise en page, est-ce qu'on est bon? Est-ce que les chapitres commencent bien sur une nouvelle page? Évitez de commencer Hmm. les chapitres en bas de page. Voilà. Si vous avez des notes de bas de page, intégrez-les correctement. Avec les petites notes de bas de page, vous avez des options dans vos logiciels de traitement texte pour pas avoir une note de bas de page qui se balade au milieu du texte. Faites attention aux marges. Les marges, on ne veut pas de mise en page en format A5, en format poche ou je ne sais quoi. On veut du A4 avec des marges standards, partout. Hmm. Vérifiez aussi que l'interlignage, tout ça, en fonction de à qui vous envoyez le manuscrit, ça correspond à ce qui est attendu. S'il demande du 2 et du taille 12, mettez en marge, vous mettez du 2 et vous mettez du taille 12. Et puis vous changez si vous envoyez un autre qui veut du 1,5 et du 13. Il faut adapter en fait. C'est du cas par cas. On n'envoie pas un même manuscrit à toutes les maisons. On C'est vérifie vrai. qui demande. S'il demande rien, vous partez sur du classique, interligne 1,5, taille 12, démarche standard. Ça, c'est le basique partout. Hmm. S'ils spécifient, c'est qu'ils ont vraiment besoin de cette mise en page. C'est pas pour vous embêter, c'est pour faciliter la vie aux gens comme nous qui vous lisons en numérique. Ouais. Et ça, c'est rédhibitoire. Tu penses que s'il y a vraiment, est-ce qu'il y a un peu une marge, on va dire, d'acceptabilité, de dire bon, ok, là, elle a pas fait bien ses marges et tout, bon, tant pis. Est-ce qu'il y en a certains, ils se disent, allez, tant pis, Moi, j'ai travaillé dans des comités où on se posait pas la question, hein. Où c'est OK, il a pas... Le premier filtre, en fait, qu'on va avoir, c'est est-ce qu'il a respecté les modalités d'envoi? Est-ce qu'il y a des documents qui sont demandés? Est-ce qu'il a fait plus que ce qu'il a demandé? Parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir des documents qu'on n'a pas demandés. Si on vous demande pas de synopsis, ne nous envoyez pas de synopsis. Hmm. Si on vous demande pas de biographie, ne nous envoyez pas de biographie. Et Hmm. assurez-vous de bien connaître la différence entre les différents documents, parce qu'il y en a qui mélangent résumé, synopsis. C'est pas la même chose. Il y a pitch, résumé, Ouais, synopsis. résumé, synopsis, biographie. Quand on vous demande une biographie, on vous demande votre biographie, c'est-à-dire vous, ce que vous avez écrit, ce que vous êtes vous. Pareil, une bibliographie, c'est pas vous Hmm. qui vous êtes, c'est vous ce que vous avez écrit. Donc c'est des Hmm. choses. Voilà, si vous avez déjà publié quelque chose, parce qu'il y en a qui paniquent parce qu'ils disent mais moi j'ai pas de bibliographie, j'ai rien à dire. Si t'as rien à dire, tu leur dis, tu dis je n'ai jamais rien écrit. Tu l'écris dans Hmm. ton coin, ils comprendront du coup qu'il n'y a pas de bibliographie parce que tu n'as jamais publié. Voilà, c'est des Ah petits. oui, Le d'accord, je vois dossier, ce que tu veux dire. Ouais. Vaut mieux parfois le dire qu'il n'y en a pas, parce que sinon, ça fait comme si on l'avait oublié, en fait. ben voilà, c'est ça. Ah, Le dossier, en fait, c'est le premier truc qu'on va regarder. C'est est-ce que, enfin moi pas parce que je sais pas mon boulot, hein. Moi je reçois pas les documents annexes, je oui, suis pas là bien pour ça. sûr. En comité, nous on lit de manière anonyme, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas pour qui on lit. Donc nous, les lecteurs on s'en fout. Mais les gens qui réceptionnent, donc le responsable ou la responsable du service manuscrit va regarder. Est-ce qu'il a bien respecté les modalités d'envoi? Ça permet de filtrer. Il manque un Hmm. document, ça dégage. Il Et, a pas ouais. ça Et ça dégage. arrive souvent, ça arrive souvent, on va dire, tu as un ratio à peu près en tête, ou sur 10 manuscrits, est-ce qu'il y en a à peu près un déjà qui... Il y en a à peu près, on va dire, il y a presque un quart des manuscrits qui... Ah ouais. Peut-être pas un quart, mais il y a quand même beaucoup de manuscrits qui sont pas lus juste parce qu'ils ont pas respecté les modalités. Ou Hmm. alors, ils ont envoyé le manuscrit au hasard. Genre, j'ai écrit Mémoire d'un paysan en France au 18e.
et j'ai envoyé dans une maison qui publie que des livres de maths. Ça arrive très souvent. Un aiguillage qui n'est pas bien fait, elle dit bon, bah oui, mais c'était l'éditeur, on va envoyer quand même. Non, ça sert à rien, tu perds d'argent. Exact, ouais, ouais. Donc, Tu c'est sais, pareil. ou le ah bah mon texte est tellement bon que je pense qu'ils vont ouvrir une collection pour moi. Là aussi, en fait, il y a des gens qui partent du principe que la ligne éditoriale, c'est que pour les auteurs normaux et que voilà. En fait, non. Quand en fait, renseignez-vous avant, tout simplement, de regarder ce que fait la maison d'édition. Quand vous écrivez dans un genre en particulier, allez en librairie, ça prend vraiment 10 minutes, dans une Fnac où vous voulez. Vous regardez dans le rayon du genre dans lequel vous écrivez, chez qui ces gens sont publiés. Et allez vous renseigner sur le site ou voilà, de voir ce qu'ils font, ce qu'ils publient, quels sont leurs petits trucs en plus, leurs spécificités. C'est hyper important. Envoyez pas un Mmh. courrier standard non plus. On n'a pas envie de recevoir bonjour édition Bragelonne alors qu'on s'appelle Robert Laffont, Albin Michel ou je ne sais. Parce que ça, c'est aussi des Ah choses ouais. c'est pour nous, on se dit: «OK, oui, en fait, il a envoyé son manuscrit partout, il s'en fout, il a pas fait attention» et ouais. Donc ça, entre les manuscrits mal orientés, ceux qui ont pas respecté les modalités d'envoi ou alors ceux qui font aucun effort ou qui savent pas faire la mise en page et qui se sont pas fait aider, Mmh. parce que moi, je reproche à personne de pas savoir faire, tout s'apprend ou alors on peut se faire aider. J'ai pas de sujet avec ça, mais juste faites attention parce que ça, c'est vraiment des façons bêtes de pas être lu. C'est dommage, en fait, de perdre du temps et de l'argent parce que des fois, on vous demande des manuscrits papier, vous envoyez tout et au final, on vous le renvoie ou on le détruit parce que vous avez pas envoyé l'enveloppe que pour qu'on vous le Ouais. renvoie et du coup, vous avez perdu du temps juste parce que vous avez pas trop regardé ce qui était demandé, quoi. Donc Quand tu disais se faire aider, c'est des correcteurs, des bêta lecteurs, c'est ça? généralement, les professionnels qui travaillent, aux côtés des auteurs, ça peut être aussi des professionnels qui vont vous aiguiller pour des envois en maison d'édition, hein. Moi, en l'occurrence, je travaille autant avec des auteurs, Mmh. autrices qui veulent s'auto-éditer. Certains ne sont pas fixés et se disent: «Je vais déjà voir ce que ça vaut et ensuite je verrai ce que je fais». C'est tout à fait, OK. Et puis il y en a qui veulent vraiment être en maison d'édition et qui passent par moi aussi. Mmh. Je dis par moi, mais ça peut être par d'autres collègues, par d'autres professionnels. Les professionnels qui sont formés à ça, ils sont là aussi pour vous aiguiller, pour vous donner des conseils. S'ils le font pas, c'est que c'est pas les bonnes personnes pour vous aider. Parce qu'on n'est Ouais. pas là juste pour faire bêtement notre travail, on est là pour vous accompagner. Sinon, on ferait pas ce boulot en freelance. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas envie de suivre les gens comme ça, et les accompagner, on serait salarié en maison d'édition, Mmh. on ferait chacun sa petite tâche et puis voilà, on n'en entendrait pas parler. Donc oui, se faire accompagner, c'est bien. Alors évidemment, ça forcément, ça a un coût, hein, ça c'est des questions, c'est normal, mais d'investir sur soi pour éviter les bêtises et perdre de l'argent plus tard parce qu'on a fait des bêtises, c'est toujours mieux. Ne négligez jamais de passer par un correcteur, même si Ouais. vous vous engagez en maison d'édition. Parce que Même nous, si on fait pas l'auto, oui, voilà, les correcteurs, c'est pas que pour les auto-édités. non, les correcteurs, c'est pour tout le monde. Mmh. Soit vous avez un bête de niveau d'orthographe et c'est OK, il y a des gens qui sont très très forts et j'en ai vu des manuscrits qui avaient été corrigés par les auteurs eux-mêmes et qui étaient nickel. J'ai rien à dire là-dessus. Que vous passiez par un logiciel de correction, que vous fassiez relire par un professeur du français qui est super calé, peu importe. Mais le manuscrit doit être corrigé. Peu importe par qui vous passez, il y a des professionnels qui sont là pour ça. C'est leur métier. Vous êtes sûr que globalement, ce sera bien fait. Bien évidemment, on n'est pas des robots. Donc, il reste parfois des coquilles, tout ça. Il y a des gens qui râlent, mais c'est des humains. Voilà. On n'est pas encore sur des. Ouais. Il y a des choses qui passent, c'est Ouais, il y a normal. même des livres avec des coquilles encore, hein, qui sont passés Avec par plein de correcteurs, ouais. voilà, il y a même des livres avec beaucoup de coquilles. Mais faites relire par quelqu'un d'autre. Au moins pour avoir un œil extérieur, c'est toujours ça de prix. Voilà, Mmh. ça valorise un peu le texte aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Et toi, quand tu vois, tu arrives avant qu'on passe la mise en page, tu commences à lire. C'est quoi, toi, pour toi, les signes, où tu te dis: «Ah tiens, ça, c'est un manuscrit qui est prometteur»? Alors le premier chapitre va être Ouais, hyper important. On va voir un petit peu si ça démarre, s'il y a quelque chose qui se passe dès les premières ouais. lignes et les premiers chapitres. Alors le problème actuel, surtout sur la fantasy, c'est les gens qui font des prologues. Le prologue, c'est qui tout double. Il y a des prologues qui sont excellents. Mais des prologues excellents, c'est souvent des prologues qui vont nous permettre d'entrer dans une histoire, de comprendre un enjeu, mais qui vont Mmh. pas déballer ou nous étaler pendant 10 pages l'univers dans toutes ses spécificités. Parce que ça, c'est des prologues un peu anciens. Ça se faisait beaucoup il y a quelques années. Je pense à D'accord. des auteurs type Tolkien ou autres qui avaient des prologues très longs et ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on veut dans un prologue, c'est que ça serve à l'histoire. On n'a pas besoin de connaître toutes les subtilités dans le monde dans les premières pages. On aime bien que ce soit distillé au fur et à mesure. On aime bien découvrir les choses petit à petit. Donc, si vous déballez toute votre histoire dans le prologue, c'est pas bien engagé. Quand tu dis C'est déballer toute l'histoire, tu veux dire l'univers ou vraiment, tu l'univers. Par ouais, exemple, d'accord. j'ai régulièrement ce problème. C'est souvent, et je dis de la fantaisie, c'est pas pour juger, mais c'est souvent des auteurs et autrices de fantaisie parce que c'est quand même le genre dans lequel on a le plus souvent des prologues.
qui nous déballe, il y avait 4 mages aux frontières de machin, ils avaient tel pouvoir, il y avait telle loi, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et là, OK, c'est un catalogue d'informations et ça donne pas envie de rentrer dans l'histoire. Alors que si on j'en sais rien, sur, une bataille qui a opposé 2 personnes et puis d'un coup, machin, on comprend un enjeu, on se dit: «Ah, la quête du livre, ça va peut-être être ça» et puis hop, on arrive directement sur l'histoire en très peu de lignes, un prologue assez court. Puis là, hop, on entre dans l'histoire, on suit des personnages, il se passe quelque chose. On fait le lien plus tard avec le prologue, on se dit: «Ah oui, alors en fait, c'est parce que lui, il avait fait ci ou ça, hein». Et là, ça marche parce qu'on a ce côté, on finit par rentrer dans l'histoire assez rapidement. C'est ça aujourd'hui, enfin, en tout cas de mon point de vue, les manuscrits en tout cas, sur lesquels il y a eu de bons retours sur ce que j'ai pu lire, ces dernières années, c'était souvent des histoires dans lesquelles on entrait relativement vite ou en tout cas, la situation initiale donnait envie d'en savoir plus. Pour autant, c'est pas parce que c'est un très bon chapitre que tout le reste sera bon. Un bon chapitre, ça permet de dire: «OK, on passe ce premier chapitre, ces premiers chapitres et on voit un peu ce que ça donne». Mais si le premier chapitre est pas bon, on n'ira pas très loin. En tout cas, en D'accord. comité Bon, en fait, oui, on va pas lire tout un livre s'il est pas bon, on va pas alors, jusqu'au en bout. comité de lecture, on a des consignes claires, des éditeurs, enfin des responsables de comité. Chaque comité a ses spécificités et a son œil et a sa façon de faire. Il y en a pas 2 qui bossent pareil, on n'a pas les mêmes critères de regard en fonction des maisons d'édition. Mais par exemple, on nous dit: «Bon OK, si au bout du premier chapitre, il se passe rien, on fait pas, ah, ça dégage». Si, enfin, ça dépend des comités, mais voilà, il y a des fois des consignes Mmh. comme ça où si vous sentez au bout de, tant de pages qu'il y a pas ci, il y a pas ça, hop, ça dégage. Ou alors si on retrouve tel ou tel ou tel ou tel élément, hop, ça dégage, on n'en veut plus, on en a déjà eu assez. Parce qu'il y a aussi des spécificités de genre qu'on retrouve beaucoup, heu D'accord. et du coup, ceux-là, on dit: «Non, on en a trop vu passer, ça, c'est déjà vu, on n'en veut pas». Donc voilà, il y a des choses comme ça, des points de regard qu'on a. Moi, quand je travaille pour les comités de lecture, donc parfois on est obligé par, les éditeurs et tout ça d'arrêter la lecture. Moi, quand je travaille avec des auteurs et autrices, je lis tout de bout en bout, même si ça va pas. Parce que mon travail, c'est d'aiguiller l'auteur sur ce qui va pas aussi. Donc, si j'ai pas lu le texte, ça va être très compliqué. Donc moi, je lis tout. Il y a des collègues qui lisent tout, mais il y en a beaucoup qui ont des consignes très claires, notamment en comité, à qui on dit: «Non, au bout d'un moment, on n'a pas que ça à faire». Parce qu'on en reçoit, 200, 300 par mois, on peut pas. Donc, on arrête. Donc ça dépend vraiment de là où entre les mains de qui va tomber le texte. Mmh. OK. Donc en fait, pour toi, vraiment un 1er chapitre, quand tu dis qu'il démarre tout de suite, est-ce que c'est forcément de l'action? Par exemple, là, tu parlais d'une bataille? Et ben, tout de Non. suite, ça peut être on rencontre un personnage, principal, on fait la D'accord. connaissance avec une situation initiale, j'en sais rien. Il faut qu'en fait, au début, ça suscite l'envie. Il y ait quelque Mmh. chose qui nous donne envie de poursuivre. Ça peut être, voilà, juste faire connaissance avec un personnage, sympathique ou pas, mais de voir un petit peu, on se dit: «Ah mais tiens, il attise ma curiosité, c'est sympa, on y va». Ou alors, «Ah bah, il s'est passé ça», on est un peu en suspense, on a envie de savoir comment parce que des fois, il y en a qui commencent le livre par la fin. Donc quand on fait le début, c'est la fin de l'histoire en disant: «On est sur des situations critiques et on a comment tout s'est déroulé». C'est une possibilité. Il y en a plein, mais il faut qu'on ait envie de poursuivre. En fait, si au bout du premier chapitre, j'ai pas envie de continuer, Mmh. si ça se lance pas, si ça démarre pas, enfin, je dis le premier chapitre, on va dire 2-3 chapitres, quoi. Si le début du livre, vraiment, on n'a pas envie, c'est qu'il manque quelque chose. Très important. Il faut que ça continue dans la suite parce que souvent, il y en a qui donnent tout au début. Ça se voit souvent, ça, ils donnent tout ce qu'ils ont et c'est génial au début. Et puis au bout de 5 chapitres, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait?» Ça s'essouffle vite, ouais. Voilà, ça s'est essoufflé. Donc faut être assez constant en fait dans le déroulé de l'histoire pour qu'il y ait suffisamment d'éléments à chaque fois pour donner envie de poursuivre jusqu'au bout. En fait, il faut arriver à tenir son lecteur de la première à la dernière page et c'est extrêmement difficile. Faut savoir. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Et donc, bah, en fait, là, on a un peu glissé sur la question d'après, mais c'est super. C'est un peu toi, pour toi, les erreurs fréquentes qui peuvent vraiment décourager un éditeur, ce serait quoi, toi, pour toi? Là, tu as cité un mauvais premier chapitre qui commence trop lentement. On va avoir voilà, ces démarrages qui sont soit ces prologues très, très longs, très fastidieux, qui sont pas modernes, voilà. Ça peut être aussi des questions de plume, hein, des fois qui bloquent, tout Ah oui? simplement. Une plume qui est maladroite, où on va avoir, 50 nuances de participe présent tout au long du truc. On se dit: «OK, bon là, ça va pas le faire». Si on voit qu'il y a un style qui est vraiment bancal, il y a en comité de lecture, il y a beaucoup de lectures qui seront arrêtées parce que le style est bancal et c'est triste parce que parfois derrière un style maladroit, on a une excellente histoire. Ouais. J'ai la chance, moi, de pouvoir lire tout en entier et parfois, je suis tombée sur des pépites, mais qui étaient pas bien écrites. Mais le style, pour moi, c'est toujours perfectible. Quand je vois un bon manuscrit, je sais reconnaître une bonne histoire. Quand il y a une très bonne histoire, je vais pas décourager l'auteur en lui disant: «C'est de la merde». Je vais lui dire: «Alors, le style, il y a des fragilités, il y a des choses à revoir». Donc je vais donner des exemples, je vais tirer des échantillons d'erreurs qui reviennent souvent pour que l'auteur puisse retravailler ça ou se faire accompagner. Parce que moi, j'ai pas de voilà, je suis là pour donner des conseils, après ils en font ce qu'ils veulent.
Mais par contre, on a une très bonne histoire. Donc, quand on a une très bonne histoire, si c'est juste une question de style, le style, ça se travaille. Ça se travaille, ça s'améliore et on peut se faire aider par un rewriter, par une personne qui va aider à réécrire si besoin. Donc ça, à la rigueur, ça me pose moins de problèmes. Par contre, en comité, ça passe pas. Un manuscrit qui est vraiment mal écrit, Mm. on n'a pas le temps. On va se dire, on n'a pas le temps. Alors des fois, ils vont faire un retour argumenté, ce qui est rare, mais ce qui arrive, en disant, c'est une très bonne histoire, mais par contre, il faut revoir le style, parce que là, c'est pas possible. Ça arrive, il y a des éditeurs qui prennent ce temps-là et on les remercie parce qu'ils font bien leur boulot, parce que ça permet à des auteurs-autrices d'avoir quand même un coup de boost pour pouvoir poursuivre. C'est hyper important. Mais globalement, ça va pas, la lecture ira pas jusqu'au bout et c'est dommage. Ouais. Parce que D'accord. vraiment, il y a des pépites qui se cachent derrière un style un peu maladroit. L'écriture, c'est pas quelque chose d'inné ou tac. Alors oui, il y a des gens qui écrivent très très bien naturellement et c'est une grande chance, c'est une grande qualité. Mais il y a beaucoup d'auteurs et même des très grands auteurs dont vous avez sûrement les livres dans vos bibliothèques qui font pas tout du premier coup, qui ont parfois des maladresses, qui ont besoin d'être accompagnés aussi pour écrire certains trucs. On peut avoir de très bonnes idées et pas savoir comment les mettre en forme. Donc, faut pas se décourager sous prétexte qu'on pense qu'on a une plume un peu hasardeuse, où il y a des faiblesses, où il y a des difficultés, parce que ça, à la rigueur, ça se travaille, c'est pas très grave. C'est vrai. Mais s'il faut, quand on envoie le manuscrit, être sûr que ce soit pas trop visible, quoi, que le texte soit un maximum travaillé pour que ça coince pas juste à cause de ça, quoi. Oui, c'est parfois parce qu'en fait, on croit à tort qu'après avec l'éditeur, on se dit: «Ah bon, on va retravailler avec l'éditeur», mais si l'éditeur, il va pas non plus réécrire tout le livre, en fait. Travail éditorial qui est fait, c'est hyper important. L'éditeur, il est là aussi pour aider à sublimer encore plus le texte, pas pour en tirer vraiment le meilleur du meilleur, mais il faut déjà que la base soit bonne, que la base soit exploitable. C'est plutôt ça. En fait, il faut une base exploitable et c'est vrai qu'un manuscrit, ça ça me plaît pas du tout, mais c'est le cas. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a un manuscrit sur lequel il y a trop de boulot, on ne continuera pas parce que l'histoire est pas bonne, pas parce qu'on n'a pas envie, juste parce qu'aujourd'hui, on a un problème en France. La question de l'éditeur, c'est en gros, il va essayer de trouver un équilibre entre ce que ça va lui rapporter et ce que ça va lui coûter à dépenser pour que le livre soit OK. Et Ouais. si la dépense, même en termes de temps, pas nécessairement en termes d'argent, mais s'il y a trop de temps à prendre pour rendre le projet vraiment excellent, il y a beaucoup d'éditeurs qui prendront pas de risques parce que sur des prix romanciers, en plus, c'est pas le nom qui fait vendre, vous voyez? Parce Bah, que ça reste un business, en fait, hein. ouais, c'est ça. C'est une entreprise, donc et à la fois, c'est triste parce que ça joue sur une forme d'art quand même. L'écriture, ça reste, en tout cas pour moi, une forme d'art, une forme de création artistique, littéraire, donc c'est quelque chose qui est quand même assez, ça c'est particulier. Mais ça reste des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Alors c'est pas sur le dos des auteurs qui vont se faire de l'argent dans le sens, enfin si, un peu. Enfin c'est pas ils vont pas, c'est en fait, une maison d'édition, faut prendre en compte qu'il y a des auteurs qui vont faire vendre beaucoup, qui vont rapporter beaucoup d'argent et il y a les auteurs dont on connaît pas encore le nom, qui vont être des risques commerciaux. Et ces risques commerciaux, il va falloir qu'ils soient quand même mesurés pour que ces gros vendeurs puissent financer des risques. Donc, pour que tout soit à l'équilibre. Et clairement, s'il y a trop de risques au départ et comme ils n'ont pas de garantie de retour, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a de plus en plus cette question des éditeurs qui demandent aux auteurs primo-romanciers, est-ce que vous avez déjà une communauté derrière vous? Est-ce que vous êtes suivis sur les réseaux sociaux? Les gens ils disent, et voilà, sous prétexte qu'on n'a pas d'audience, non, non, non. Non, non, c'est parce que juste c'est une garantie pour eux d'avoir un minimum de lecteurs. C'est tout. C'est vrai. Cherchez plus loin, en fait. Ça, c'est purement commercial. Parce que même si c'est des éditeurs et qu'ils ont l'amour des mots et des belles histoires, ils sont là pour rentabiliser les risques qu'ils prennent. Donc, un primo-romancier ou une primo-romancière, c'est un risque. Donc voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu parles un petit peu de cette communauté et tout. Et tout à l'heure, tu parlais aussi je reviens au dossier dans sa globalité. À Ouais. quel endroit on met, par exemple, si les personnes qui nous écoutent, qui ont une communauté, par exemple sur Instagram, il y a des personnes qui sont à 5, 7, 8 000, mais qui sont aussi primo-romanciers Oui. et qui veulent montrer en fait cet avantage. Où est-ce qu'on le met dans le dossier sans que ce soit... on le met où, ça? Alors, moi, généralement, je recommande de le mettre soit dans la lettre d'accompagnement ou dans le mail d'accompagnement du manuscrit. Voilà, je m'appelle monsieur ou madame untel, j'ai écrit là, le manuscrit 6 juin, que je tiens à vous présenter. J'ai une communauté je suis très suivie sur les réseaux sociaux, j'ai une communauté de temps. Comme ça, ils ont les infos de base. Après, parfois, ils vont vous le demander si vous le mettez pas. Mais c'est toujours bien si vous avez une petite audience, mais même si c'est par exemple sur Wattpad, c'est pareil. Des auteurs, autrices qui postent leurs textes sur Wattpad. J'ai travaillé là dernièrement, il y a 1 an, avec une autrice qui était sur Wattpad, qui avait une énorme communauté. J'ai lu son manuscrit qui était très bon. Ça, c'est très, très bon, une très bonne histoire. Et elle a été signée.
mais aussi parce qu'elle avait cette audience. Le texte était très bon, mais Mmh. toute seule, je pense que le fait qu'elle ait eu cette communauté a poussé l'éditeur à se dire: «OK, elle a eu tellement déjà de lectures sur Wattpad, c'est intéressant pour nous parce qu'il y a déjà cette visibilité-là». Donc en fait, le risque, il est mesuré. Exact, ouais. Ouais, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et si on revient donc au dossier, donc tu proposes donc une page de garde un peu, on va dire, fiche de projet. Ouais. Ensuite, toi, alors je sais que sur les éditeurs, c'est ce que tu disais, ils préconisent parfois synopsis ou pas. C'est quand même très souvent le synopsis, hein. Ouais. Je rappelle qu'on là, on parle vraiment de romans, hein, on parle pas d'album. Là, je parle vraiment de romans ni de bande dessinée, parce que c'est différent. Donc bon, bah, le texte en entier. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une petite question. Je sais qu'il y a une époque, est-ce qu'il faut le texte en entier ou est-ce que c'est accepté quelques chapitres aujourd'hui? Qu'est-ce qui est accepté? Pour les envois de manuscrits, soit ils vous demandent clairement les premiers chapitres, ils vous disent Mmh. 3, 4, 10, les 10 premiers chapitres, soit ils vous demandent le texte intégral. S'ils précisent pas 3 ou 4 premiers chapitres, vous envoyez tout. D'accord. Mais C'est rare maintenant, hein, j'ai l'impression parce qu'il y a eu un moment, moi, je voyais en effet qu'on pouvait envoyer le début. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare je maintenant. pensais de moins en moins parce qu'en fait, avec les envois numériques, ça c'est beaucoup, maintenant ils se disent: «Bon, bah, ça prend plus de place sur le bureau». Enfin, avant c'était ça le problème. Mmh. C'est qu'on recevait que du Oui, papier. je vois. Moi, quand j'ai commencé à lire en comité en 2012 pendant mes études et en fait, je me souviens du bureau du responsable avec qui je travaillais à l'époque, on voyait pas son bureau et c'était des piles entières. Enfin, c'était vraiment le cliché, parce qu'on imagine, c'était une grotte. Il travaillait en sous-sol du bâtiment et tout son bureau, c'était des piles de manuscrits. Quand il était assis à son bureau, on le voyait pas c'est pas aujourd'hui, bah, oui, il a toujours 2-3 manuscrits dans des dossiers par-ci par-là, mais globalement, il va les recevoir en numérique. Donc, Mmh. prend moins de place, donc ils sont moins ça les dérange moins de recevoir, un manuscrit entier parce qu'ils disent: «C'est un fichier sur mon ordi, bon, voilà, c'est sur un serveur, c'est pas grave». D'accord, donc texte en entier, Mmh. un synopsis, on va dire, Le une synopsis, lettre, ouais. toi tu dis lettre d'accompagnement, moi parfois je mets une lettre c'est pas une lettre de motivation, Une une lettre appel d'intention. d'intention. Ouais, alors ça dépend, ce qui est demandé, mais en gros, quand on vous demande une lettre d'intention, c'est une lettre d'accompagnement, c'est à peu près la même chose, hein. On vous demande en gros, pourquoi ce projet, l'idée c'est de dire, pourquoi ce projet-là peut être pour vous, en gros. Ouais, voilà. C'est pas Pourquoi ça correspond à votre collection, Voilà, l'idée c'est pas ouais. de faire le super faillot en disant: «J'adore ce que vous faites». Ils ont l'habitude, ils savent que vous aimez écrire, ils savent que vous aimez lire et ils savent que vous aimez ça pour raison d'édition. L'idée c'est d'essayer de mettre en avant des singularités de projets, mais en même temps de faire le lien avec ce qu'ils font déjà, pour montrer que vous Mmh. connaissez leur catalogue, que vous Ouais, n'avez pas choisi cette maison-là au hasard. Voilà, c'est surtout ça. d'accord. Et Et la le taille maximale pour toi, c'est quoi à peu près? Alors un synopsis, 1 ou 2 pages, c'est un Mmh. exercice de synthèse. Il faut vraiment être conscient. Dans le synopsis, je le rappelle, on raconte tout, y compris la fin. On veut pas de: «Et alors, peut-être qu'ils vont mourir». Non, on veut savoir. On Ouais, a ouais. besoin Un synopsis, il faut voir ça comme quand on a vu un film et qu'on raconte le film avec du spoil. On raconte tout, de bout en bout. Mmh. Alors Leonardo DiCaprio fait ci, fait ça, il mange ci, il mange sa banane et à la fin il fait ça. Voilà, hop, on a tout déroulé l'histoire. De bout en bout, même la fin, les rebondissements, les axes principaux, en 2 pages. Donc il faut avoir quand même l'esprit de synthèse et bien sélectionner C'est pas évident. surtout quand on fait des sagas de 800 pages, voilà. Bon, il faut avoir un bon esprit de synthèse et tout ce qui est essentiel du début à la fin, avec la fin. Le résumé, c'est le preview du texte. C'est un peu, sur, 4-10 lignes, 15 lignes, 1 page max, même 1 page, c'est beaucoup. Un résumé, en général, c'est 10-15-20 lignes où vous racontez l'histoire sans trop de détails, mais pour donner un aperçu. Ça vous doit donner envie de lire. C'est un peu plus commercial, un résumé. Mmh. Un pitch, c'est vraiment 3-4 lignes commerciales c'est un peu ce que vous voyez quand vous voyez ce qu'on appelle des pubs croisées. Par exemple, à la fin d'un livre, vous avez une pub pour la version poche du roman précédent du même auteur et bien vous avez 3-4 lignes, elles disent, «Un univers époustouflant, nanana». Ça, c'est un pitch. On va vous donner quelques petits éléments qui vont donner un petit peu, c'est presque Ouais, du teasing, mais très, très court. c'est la La chantilly. Ouais, la biographie, c'est qui êtes-vous en tant que personne, en tant qu'auteur-autrice, qui êtes-vous? Alors bien évidemment, dans la biographie, on n'a pas besoin de connaître le résumé de toute votre vie. Parce qu'il y a des gens, c'est limite s'ils mettent pas, le carnet de notes depuis la maternelle, des infos, voilà. Moi, j'ai vu des biographies passer, «Je suis divorcée, non. En D'accord. fait, il faut que ce que vous mettez dans votre biographie, elle serve à l'éditeur, que ça fasse lien avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes divorcé, mais que ça n'a aucun lien avec ce que vous avez écrit, bon, c'est votre situation personnelle, mais enfin, ça n'a pas d'intérêt de le préciser. Vous pouvez dire, par exemple, mais en revanche, si vous avez écrit, j'en sais rien,
un livre qui raconte, un livre jeunesse qui raconte l'histoire d'un petit garçon dyslexique et tout ça, vous pouvez dire que vous êtes maman, par exemple, et que vous avez un enfant dyslexique et que voilà. Là, ça fait lien. On a du lien avec ce que vous avez fait. Donc l'idée, c'est pas de déballer toute votre vie, mais c'est de donner des éléments suffisants à l'éditeur pour qu'il puisse savoir qui se cache derrière les mots. Mmh. Voilà, dans Ouais, la je vois. utile de la personne, enfin, par rapport à son projet, que ça fasse sens. Et la bibliographie, c'est ce que vous avez déjà écrit. Si vous êtes chercheur en biochimie, que vous écrivez un livre spécialisé sur un truc et que vous avez déjà 10 publications universitaires sur le sujet, ça va vous donner du crédit. Une bibliographie, c'est là pour donner du crédit. Si vous n'avez rien écrit, ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'être primo-romancier et juste de préciser, s'il y a une case, si c'est un formulaire bibliographie, je n'ai jamais rien écrit, c'est mon premier roman. Ah. Point. Ah. On vous demande pas d'inventer des trucs parce que je l'ai vu, ça aussi, des gens qui inventent des trucs, qui inventent des publics ou qui mettent des nouvelles qu'ils ont écrites au collège, quoi, qui ont jamais vu. Enfin voilà, j'avais écrit des rédactions, c'est J'ai eu pas grave. 18 à la rédaction de Madame Trucmuche. Voilà, c'est pas grave d'avoir rien publié, en fait. On n'est pas là. C'est Bah, juste. on passe tous par là, hein. Bah oui, c'est juste pour savoir qui vous êtes, mais c'est aussi pour des questions de droit. Ça, on n'y pense pas. Mais par exemple, il y a des éditeurs dans les contrats qui mettent des clauses de préférence, donc qui vous obligent à vous proposer en priorité votre manuscrit à l'éditeur chez qui vous êtes avant de pouvoir le proposer ailleurs s'ils n'en veulent pas. Et ils veulent savoir si vous êtes déjà engagé ailleurs. Par exemple, si vous êtes publié si vous proposez votre manuscrit à Gallimard et que vous êtes déjà publié chez Flammarion, ils veulent savoir, il a déjà publié chez Flammarion, est-ce qu'il est tenu par une clause quelconque chez cet éditeur? Donc ça permet comme ça pour eux de le savoir. C'est juste ça, en fait. C'est pas D'accord. pour vous embêter qu'on fait tout ça, c'est pour avoir des petites infos. Voilà. OK. Oh, c'est super intéressant. C'est vrai que et donc pour toi, il y a un ordre ou Non, alors en fait, ce qu'il faut juste, c'est respecter ce qui est demandé, à savoir, si vous demande rien, bah, vous mettez rien. Vous mettez juste d'accord. votre mail ou votre courrier, votre manuscrit, mais si vous demandez les documents, mettez les documents qui vous demandent et pas ceux qui vous demandent pas. Parce qu'il y en a qui mettent au cas où. On veut pas de au cas où, on veut que vous respectiez les consignes. C'est bête et méchant, vraiment, parce que ça fait partie des critères de filtre de regarder qui a respecté les consignes. Donc si vous faites du zèle en disant je vais peut-être leur mettre un petit doc en plus, non. Parce que nous, on va partir du principe que vous en avez fait qu'à votre tête. Ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que vous êtes un bon partenaire de travail? Parce que potentiellement, si on vous signe, on va être obligé de collaborer avec vous. Donc, est-ce que vous êtes capable d'entendre ou d'écouter ce qu'on vous demande? C'est un peu bête et méchant, mais c'est vrai. On a besoin de savoir si la personne elle est capable de se plier à des exigences, notamment les exigences de la maison d'édition où vous envoyez le projet. C'est aussi pour savoir si vous avez lu ce qui est demandé et si vous vous intéressez vraiment à la maison à qui vous l'envoyez. OK. Donc et toi, si par exemple, on te dit: «Vous pouvez l'envoyer en numérique ou en papier», tu penses qu'il y a une meilleure solution ou pas? Moi, je préfère le numérique. C'est à titre c'est peut-être aussi C'est vraiment personnel? ouais, moi, je travaille vraiment 100% numérique mais j'ai travaillé aussi sur papier. Donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai commencé à travailler, moi, dans ce milieu-là, au moment où c'était vraiment le tournant entre le numérique et le papier. Parce que, à l'époque, quand moi j'ai commencé, je dis à l'époque, on dirait que je suis très, très vieille, mais pas vraiment. Quand j'ai commencé en 2012, donc pendant mes études, on était beaucoup encore sur du papier, sur des manuscrits papier. Et puis, rapidement, on a commencé à basculer sur du numérique. Et quand j'ai intégré en externe mon premier comité à la sortie de mes études, là, on était quasiment, on était à 50-50 sur numérique et papier. Et petit à petit, cet éditeur-là, il s'est rabattu vraiment sur du numérique parce que c'est beaucoup plus, c'est plus simple pour nous, tout simplement, de Ouais. travailler. Enfin, les lecteurs qui vous lisent, les lecteurs pro comme moi ou comme d'autres, on lit pas assis derrière un bureau la plupart du temps, hein. On lit sur tablette, on lit sur ordi, on lit dans un train, on lit dans un métro, on lit partout. Donc en fait, trimballer un manuscrit, et puis en termes d'écologie aussi, hein, il faut savoir que imprimer du papier, surtout qu'en plus en maison d'édition, quand on vous demande d'imprimer un manuscrit, c'est en recto simple, pas de recto verso. Quand on a les manuscrits 100 pages, ça fait beaucoup, hein. Ouais. Et donc, à envoyer en fonction du nombre d'éditeurs, Ouais, ça en niveau gouffre, hein. écologie, c'est pas terrible, quoi. Donc le numérique, c'est un peu mieux quand même. D'accord. Et tout à l'heure, tu faisais allusion, tu sais, à l'impression tu parlais des cartes en fantaisie et tout. Ça m'a fait penser, il y a, un auteur avec qui je parlais il y a pas longtemps qui me disait que lui, quand il envoyait, il faisait un peu à la fin, enfin, un moment dans son dossier, un peu une sorte de mood board, tu sais? Alors maintenant, en plus, avec les IA et tout et donc il m'avait montré, c'est-à-dire que si ça parle de fantaisie, par exemple, avec des elfes dans une forêt, n'importe quoi, il mettait un petit peu, par exemple, dans un paysage un peu enneigé, il mettait des images un peu pour que l'éditeur, il ait une idée de l'ambiance de son livre. Est-ce que toi, c'est quelque chose moi, j'étais assez étonnée parce que je me suis dit: «Waouh, en plus, bon, forcément, il utilise l'IA».
l'IA n'est pas forcément très bien vue aujourd'hui. Alors, ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais est-ce que toi, tu recommandes, toi, ça? On le voit faire. Moi, je recommande pas parce que j'ai vu plusieurs fois ce genre de document juste être mis de côté et pas regardé, en fait. Donc, Ah oui. Attends, tu veux dire le document et pas regarder le mood board ou tout le dossier qui est pas regardé? le mood board est pas regardé. D'accord. C'est pas Ok. des. En fait, sachant que, enfin, il faut bien comprendre que l'identité visuelle de votre livre, il y a ce que l'auteur, l'autrice va imaginer, mais ce que la maison d'édition va faire. Et ça n'a rien à voir. C'est comme les choix de Hmm. couverture. Les gens qui mettent déjà leur couverture qu'ils ont créée dans leur tête. La couverture, c'est comme le titre, c'est le choix de l'éditeur. Ils vont vous demander votre avis, mais ils vont vous demander votre avis sur des points de colorimétrie, sur des choix de typo. Mais globalement, l'identité visuelle du livre, elle va être définie par leur charte graphique à eux. Donc en fait, Hmm, hmm. être un mood board, si l'histoire est bien écrite, normalement, elle doit se suffire à elle-même, en principe. D'accord. Ok. C'est bien ce que je pensais. Moi, personnellement, je le mets Ça pas, mais peut se faire, mais après si c'est pas demandé, enfin moi je sais qu'il y en a beaucoup qui les regardent pas. Donc après, moi c'est mon expérience là qui parle et voilà, peut-être qu'il y en a qui adorent, je sais pas. En tout cas, les gens avec qui j'ai travaillé, c'est vrai que c'est pas des éléments qu'on regarde. d'accord. Bah écoute, moi, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que tu vois des choses, toi, que tu penses qui pourraient être important pour un auteur débutant qui envoie comme ça son manuscrit à... Bah, de vraiment juste à part bien cibler ses dossiers, faire Ouais. en sorte, voilà, de bien respecter les modalités d'envoi et surtout de bien regarder les lignes édito pour être sûr d'envoyer son projet au bon endroit. Ça me paraît le plus important parce que c'est des erreurs qu'on peut vraiment éviter. De se faire bien entourer, bien accompagner, même quand on s'auto-édite, hein, c'est toujours mieux de choisir sa propre équipe et d'avoir autour de soi des gens pour travailler, quels que soient les prestataires dont on a besoin. Voilà, c'est les seuls conseils, et de faire attention à ce qu'ils signent, s'ils signent des contrats d'édition. De bien se faire accompagner aussi pour les lectures de contrats, c'est important. Bah écoute, super. Je te remercie. C'était en tout cas très clair. Et en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que Aude fait, ses réseaux sociaux, en tout cas son site internet, vous pourrez vraiment retrouver tous les liens. Je vais les mettre dans la description du podcast et aussi dans la description. Je mettrai certainement la vidéo aussi sur YouTube. Et en tout cas, bah, encore merci beaucoup parce que c'était très, très, très clair. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et c'est pas tous les jours qu'on peut interviewer. Comme tu disais, en plus, c'est un métier qui est pas courant. Et donc, bah, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Puis, bah, écoute, bonne continuation, bonne lecture. Merci beaucoup. Bon, bah, merci, à très bientôt.